podcast. France Culture présente La guerre et la paix de Léon Tolstoï, adaptation de Georges Govy. Jean Martinelli sera le maréchal Koutouzov, Jean Levray, le prince André, Jean Topard, Pierre Bezoukov, Maria Tamar, la princesse Cathy, Jean-Pierre Joris, Dolokhov, Jacques Provin, le capitaine Téchine, Georges Carmier, Ivan, Patrice Galbaud, Boris Troubetskoy, le médecin Bernard Véron, avec Pierre Decazes et Jean Bollery. Les scènes que nous vous présentons aujourd'hui ont pour cadre l'évacuation de Moscou, le front autour de Mojaïsk et les abords de Borodino en la soirée du 25 août 1812. 22 août 1812, à Moscou, le cabinet de travail de Pierre Bezoukov. Bonjour, Pierre. Bonjour, cousine. Êtes-vous un peu moins morose aujourd'hui? Que faites-vous avec ces cartes, s'il vous plaît? Mais une patience, ma chère. Et pourquoi faites-vous une patience si tard dans la nuit, je vous prie? Parce que je veux savoir si je dois m'engager ou attendre encore. Je ne comprends pas votre acte. Que vous vous engagiez ou non, cela n'a pas d'importance. Ni pour l'armée, ni pour vous-même. Vous ne saurez pas plus vous battre que jouir paisiblement de votre existence. Vous avez raison. J'abandonne donc les cartes et je vous écoute, car je suppose que pour venir me voir à cette heure, vous avez un petit service à me demander. Un grand service, Pierre. Mais d'abord, permettez-moi de vous rappeler que je suis votre cousine Germaine. Et que j'avais autant que vous le droit d'hériter de votre défunt père, le comte Bezoukov, vu que vous n'étiez que son fils naturel. Permettez-moi ensuite de vous rappeler que si j'ai renoncé à cet héritage, c'est pour que vous puissiez le toucher en sa totalité et représenter avec dignité la famille des Bezoukov. Je pensais, ma chère Cathy, que nous en avions fini, vous et moi, avec cette histoire d'héritage. Je vois que je me trompais. Rien n'est jamais fini, vous devez le savoir. Quant à l'héritage, j'avoue que vous vous êtes montré grand seigneur. Mais alors, tout est bien. Mais pas du tout! Avec votre générosité, vous m'avez démontré que je n'étais qu'un être vil, méprisable. Cela, je n'ai jamais pu vous le pardonner. Et tout en profitant de votre hospitalité, j'ai commencé à vous détester. Et chaque jour un peu plus. J'en suis désolé pour vous, Cathy. Ça doit être dur de haïr quelqu'un et d'être obligé d'accepter son aide. Mais ce n'est pas pour m'annoncer que vous me détestez que vous êtes venu ce soir, je suppose. Non, non. Non, je vous l'ai dit en passant. Parce qu'il fallait bien que je vous le dise un jour. Je suis venue pour vous prier de mettre à ma disposition une berline et quelques télègues. Ah, vous voulez partir, vous aussi. Pourquoi, grand Dieu? Comment? Pourquoi? Est-ce que vous vous moquez de moi, par hasard? Vous ne voyez donc pas ce qui se passe autour de vous? C'est une débandade générale. La canaille montre les dents et crie à la trahison. Personne n'obéit plus. Les domestiques eux-mêmes sont devenus grossiers. Si cela continue, bientôt on nous crachera dessus. Et surtout, les Français seront ici demain ou après-demain. Je ne veux pas vivre sous la férule d'un Bonaparte, moi! Mais voyons, Cathy, pourquoi pensez-vous que nous allons abandonner Moscou? Lisez cette proclamation. Le général Rostopchine écrit que l'ennemi ne viendra pas jusqu'ici. Ah, il en répond sur sa vie. Et votre général Rostopchine est un hypocrite et un scélérat. C'est lui-même qui a poussé le peuple à la révolte. Et en faisant quoi, s'il vous plaît? En le dressant contre nous, les nobles. Et en distribuant des armes à cette damnée milice. Tenez, Varvara Ivanovna me disait tout à l'heure qu'on a failli la tuer parce qu'elle parlait français. Voilà le résultat de ce libéralisme stupide, de cette confiance aveugle en notre peuple. C'est bon, c'est bon. Calmez-vous. Je vais tout de suite donner des ordres pour qu'on mette à votre disposition ce qu'il vous faut. Je ne me soumettrai pas à votre Napoléon. Que les autres fassent comme ils voudront, mais moi je suis russe. Russe. Vous entendez? Oui, j'entends. Mais pourquoi ces cris?
Les gens peuvent s'imaginer je ne sais quoi. Vous m'avez demandé une berline et quelques télègues. Je vous accorde toutes les berlines et toutes les télègues que je possède. Alors cessez de crier et partez. Sur le champ, si vous voulez. Excusez-moi, Pierre. Je suis si nerveuse et si désespérée. Oh, merci pour les berlines et les télègues. Et vous, Pierre, vous restez? Mais non, je pars aussi. Vous m'accompagnez? Est-ce possible? Oh, Pierre, tout ce que je viens vous dire, ce n'est pas vrai. Loin de vous détester, je vous aime. Si vous saviez combien je vous aime. Je sais. Malheureusement, nos chemins ne sont pas les mêmes. Vous allez sans doute vous rendre à Saint-Pétersbourg, tandis que moi j'ai l'intention de rejoindre Mojaisk, c'est-à-dire le front. Adieu, Cathy. Et bon voyage. Mais rangez-vous de côté, enfin. Vous m'empêchez d'avancer. Oh, mais vous n'êtes tout de même pas plus pressé que mon maître, le comte Bezoukov. Et toi, Ivan, tu ne vois pas que ces chariots sont remplis de blessés? Je vois bien, votre excellence, mais il faut ce qu'il faut. Allons, dégagez le chemin, vous autres, là. Attention, maman, je vais t'écraser, ma pauvre. Bah oui, mais dégage-toi, enfin. Serrez-vous à droite ou gare à mon frère. Tais-toi donc, imbécile! Descends plutôt de voiture et va donner mon plaid à ce malheureux hussard, là, qui est couché au bord de la route. Il doit grelotter de fièvre. Ah, bah si vous prenez les choses comme ça, moi je veux bien leur donner le plaid, les coussins, les chevaux, et puis la berline avec. Ah ça, oui, votre honneur, je vais tout leur donner. Bon. Allez, voilà le plaid. Aujourd'hui, petit frère, on n'est pas difficile. On enrôle tout le monde. Et on promet aux moujiks de les affranchir après la guerre. Hé frère, tu crois aux promesses, toi? Pourquoi pas? Le tsar, en montant sur le trône, a juré. Le tsar, je ne dis pas, il nous affranchirait bien, mais les nobles, jamais. Et comme il a besoin des nobles, tu saisis? Vous êtes bêtes à pleurer. Vous confondez tout. Ce sont pas les nôtres qui nous promettent l'affranchissement et la terre. C'est Napoléon. Et ça se comprend. En France, il n'y a plus de serfs depuis longtemps. Voici le capitaine Smirnov qui s'amène. S'il entend ce que tu dis, ton compte est bon. Qu'il aille se faire foutre, le capitaine Smirnov. Pour ce que je tiens à la vie maintenant. Regarde, il m'a coupé le bras. Tiens, cet homme planté là au bord du chemin ressemble étrangement au comte Bezoukov. Cosaque, arrête tes chevaux! Votre honneur! Mais oui, ma parole, c'est le comte Bezoukov, avec son chapeau blanc et son habit vert. Hé, comte! Que faites-vous ici parmi les blessés? C'est vous, docteur. Eh bien, j'ai eu envie de voir. Dites-moi, où commence donc le front? Plus loin, un peu après le village de Tatarinovo, je pense. Ah, et comment cela se passe-t-il? Comment ça se passe? Nous livrons bataille demain. Sur 100 000 hommes que nous opposerons aux Français, il faudra compter au moins 20 000 blessés. Et nous n'avons ni civières, ni médecins, ni infirmiers. Mais c'est inadmissible. Mais enfin, une telle carence. Excusez-moi, docteur, ne pourriez-vous pas me conduire vers l'endroit où se livrera la bataille? Et encore quoi? Vous ne voyez pas que je suis terriblement pressé?
Je cours chez le commandant du premier corps d'armée. J'ai besoin de chariots pour évacuer les opérés. Mais adressez-vous à son Altesse Sérénissime, le commandant en chef Koutouzov. Ce noble vieillard vous connaît personnellement. Il se fera certainement un plaisir de vous placer à la pointe du combat, afin que vous puissiez admirer la maîtrise avec laquelle il enverra, pour rien, des milliers et des milliers d'hommes dans l'autre monde. Permettez, docteur, pourquoi dites-vous pour rien? Parce que dans son fort intérieur, Koutouzov a déjà décidé d'abandonner Moscou. Mais, adieu, Excellence, je suis pressé, je vous l'ai déjà dit. Un conseil, cependant. Ne vous exposez pas trop au feu de l'ennemi. Les canons et les mortiers sont bêtes à pleurer, ils ne distinguent pas un conte d'un simple moujik. Oh là, Kozak, tu t'es endormi, il me semble. Allez, réveille-toi. Et file tout droit sur Mojaïsk. Sur Mojaïsk, petit frère. Tiens, ils se sont tués, les Français. C'est vrai. Mais pour combien de temps? Comment s'appelle ce village qui est devant nous, capitaine? Borodino. Ah, et ce sont les nôtres là-bas? Oui. Et où sont les Français? Avec ce brouillard? Les Français sont sur ce mamelon, là, de l'autre côté de la rivière. Ah, maintenant je vois, oui. Comme c'est étrange. Quoi donc? Mais tout. Tout. Par exemple, ces hussards qui grimpent en ce moment sur la colline. En chemin, ils aperçoivent des blessés, des morts même. Eh bien, cela ne les émeut pas autrement. Et ils n'ont pas l'air de penser à ce qui les attend demain. Non, non. Non, ils continuent à grimper sur la colline. Ils bavardent. Ils échangent des plaisanteries. Et pourtant, c'est vers la mort qu'ils se dirigent. Vous trouvez cela étrange, monsieur? Moi, je trouve cela affreux. Et cela me met en rage. Mais que faites-vous ici? Et d'abord, qui êtes-vous? Rassurez-vous, lieutenant, je ne suis pas un espion français. Mais encore? Je m'appelle Bezoukov, le comte Pierre Bezoukov. Et je suis venu ici, comme ça, pour voir la bataille. Ah, voilà notre protectrice. Elle arrive. Que Dieu soit loué. Qui arrive, je vous prie? Notre mère Iverskaya. Mais non, ce n'est pas notre mère Iverskaya. C'est celle de Smolensk. Oh, notre mère Iverskaya ou notre mère de Smolensk, c'est toujours la mère de Jésus-Christ. Vous êtes un chicaneur, lieutenant. Il suffit que je dise A pour que vous disiez immédiatement B. Vous commencez à me taper sérieusement sur les nerfs. Sauve du malheur tes esclaves, Sainte Mère de Dieu. Nous avons recours à toi, comme un mur inébranlable, pour notre intercession. Sainte Mère de Dieu, aie pitié de nous. Comme tu as eu pitié de ton Fils, qui règne à présent dans les cieux. Comme tu as eu pitié de ton Fils, qui règne à présent dans les cieux. Sauve-nous du malheur, réduis nos ennemis en poussière, afin que nous puissions, le cœur serein, t'adorer et nous prosterner devant ton image. T'adorer et nous prosterner devant ton image. Amen.
Attendez, mes petits gars. Le règlement, c'est toujours le règlement. Il faut qu'il soit respecté dans toutes les circonstances. Eh oui, eh oui, eh oui. Allez, regagnez vos places. Allons. Laissez d'abord les officiers baiser l'icône. Vous le ferez après. Et vous prierez tant que vous voudrez. Silence, messieurs. Le prince Koutouzov, notre commandant en chef, dort. Qu'est-ce que tu racontes, Troubetskoï? Je ne dors pas. Continuez, monsieur. Continuez. Pardonnez-moi, Votre Altesse. J'ai cru que... Tu as cru. Sors-moi plutôt ce banc d'or. On étouffe dans ce baraquement. C'est fait, Votre Altesse. Vous pouvez vous asseoir. Merci. L'ex-capitaine Dolokhov supplie Votre Altesse de lui accorder 2 minutes d'entretien. Dolokhov. Dolokhov. Ah, celui qui a été cassé. Eh bien, fais-le venir. J'arrive, Votre Altesse. Tu es de nouveau vêtu d'une capote de soldat? Que signifie cela? Cela signifie, Votre Altesse, que j'ai été traduit pour la 2e fois devant le Conseil de guerre. C'est un aveu ou un défi? Ni l'un ni l'autre, Votre Altesse, c'est une mise au point. Et maintenant, Votre Altesse, permettez-moi de vous assurer de mon dévouement absolu envers votre personne. Je n'ai qu'une vie, mais je suis prêt à la donner. Etc. Bref, tu veux regagner tes galons. Et changer pour la 3e fois de capote. Soit, je penserai à toi lorsque j'aurai besoin d'un homme qui ne craint pas la mort. Merci 1000 fois, Votre Altesse. Si cela n'ennuie pas trop, Votre Altesse, je vais rester au quartier général afin de pouvoir lui rappeler sa promesse. Reste au quartier général si tu veux, mais arrange-toi en sorte que je ne te vois pas. T'as compris? Oui, Votre Altesse. Je disparais. Voilà, je suis déjà parti. Ils ont mis 2 chemises propres, Votre Altesse. Toutes propres et blanches. Hein? Qu'est-ce que tu dis, monsieur l'aide-de-camp? Je dis, Votre Altesse, que nos soldats, pour se préparer à la journée de demain, ont revêtu des chemises blanches. Ah, quels hommes merveilleux que les Russes. J'aurais pas dû accepter cette bataille. Ils vont salir leurs chemises blanches. Quel dommage. Voici le comte Bezoukov, Votre Altesse. Tiens. Bonjour, comte. Vous venez en renifler l'odeur de la poudre? Oui, enfin, je viens pour assister à la bataille, Votre Excellence. C'est bien ce que je disais. Vous savez, comte, l'odeur de la poudre est agréable aux vainqueurs, mais aux vaincus, elle donne la nausée. C'est comme ça, mon cher. Imaginez-vous que je suis un admirateur fervent de madame votre épouse. Lorsqu'on me l'a présentée, j'étais littéralement ébloui. J'espère qu'elle se porte bien. Oui, merci, Votre Excellence. J'en étais sûr. Une femme vraiment belle se porte toujours bien. Maintenant, je vous quitte. Je vais regarder encore une fois la carte et surtout réfléchir. Réfléchir sur les possibilités que la Providence nous offre de battre les Français. Adieu, comte. Au revoir.
Réfléchir. Il se plaît notre tête, le vieux. Il va se coucher et dans une minute, nous entendrons ses ronflements. Non, vous voyez, Pierre, le cerveau de l'armée, c'est le général Bennigsen. Quel malheur qu'il ne soit pas commandant en chef. Venez, je vais vous présenter à lui. Vous jugerez par vous-même. Un moment, Troubetskoy. J'ai 2 mots à dire au comte Bezoukov. Ah, je suis heureux, je suis content de vous rencontrer, comte. Oui, peu importe que cette rencontre ait lieu sur le champ de bataille, au seuil de la mort, pour ainsi dire. Non, l'essentiel, c'est que... Écoutez-moi, comte. Je regrette sincèrement le malentendu qui s'est glissé entre nous à cause de votre femme. Et je voudrais que nous passions l'éponge sur ce douloureux souvenir. Oui, que vous oubliez tout cela. Oh, je sais que je vous demande là une chose impossible, mais qui sait... Non, non. Pourquoi? Je l'ai déjà oublié. Permettez-moi de vous dire combien votre repentir vous honore. Il me prouve, une fois de plus, que nous ne devons jamais désespérer de la nature de l'homme. Je suis parfaitement ridicule, je m'en rends compte. Mais je vous prie de me pardonner. Je ne comprends pas d'ailleurs comment j'ai pu vous offenser de la sorte. Ne poursuivez pas, Dolokhov. Vous allez m'émouvoir jusqu'aux larmes. Je vous pardonne de tout mon cœur. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas entièrement responsable de ce qui est arrivé. Ce sont ma jalousie, ma maladresse qui ont détourné Hélène de moi et l'ont poussée vers vous. Donnez-moi la main et soyons amis. Et maintenant, je vous quitte. Je veux rendre visite au prince André. Soyons amis. Imbécile. Il ne s'est même pas aperçu que je le faisais marcher. Vraiment inouï. Un autre m'aurait donné une paire de gifles. Lui, il m'offre son amitié et me serre la main. C'est à vous dégoûter d'être dégoûtant. Hein? Qu'en dites-vous, Troubetskoy? Hein? Comment? C'est toi, Pierre. Si j'avais su que tu viennes ici, je t'aurais demandé... Non, je ne t'aurais rien demandé. Que fais-tu à Borodino? Eh bien, je suis à Borodino parce que je veux voir la bataille. Ah! Tu veux voir la bataille. Toi, le franc-maçon dont le premier devoir est de travailler à l'établissement de la paix universelle. C'est inouï. J'ai rencontré Kutuzov. J'ai rencontré Boris Troubetskoy. Je viens de rencontrer Dolokhov, qui a été l'amant de ma femme. Mais c'est vous que je cherchais. Oui. Oh, si vous saviez combien vous me manquez, André. Et comme je me réjouissais à la pensée de vous retrouver. Là, je me rends compte que ma présence vous est désagréable. Alors, je vais me retirer. C'est cela, va-t'en.
Je ne tiens pas à revoir ceux qu'on appelle les gens du monde. Et toi encore moins que les autres. Tu me rappelles trop les heures pénibles que j'ai vécues lors de mon dernier séjour à Moscou. Votre rupture avec Natacha Rostov, sans doute. Mais je n'y étais pour rien, voyons, André. C'est juste. Tu n'étais qu'un simple témoin de mon malheur. Alors, excuse-moi pour cet accueil froid, inamical. Et si cela te fait plaisir, reste quelques minutes avec moi. Vois-tu, quoique ma vie me soit devenue à charge, je me sens la veille de cette bataille excité et ému, comme je l'étais avant Austerlitz. Pourquoi? Je n'en sais rien. J'ai reçu des ordres concernant la bataille de demain, et je les ai transmis à mes officiers. Maintenant, je n'ai plus rien à faire. Je n'ai plus qu'à attendre. À attendre le petit jour. Cependant, les pensées les plus simples, les plus anodines, me troublent. Quelle pensée, André? Je sais que cette bataille sera la plus terrible de toutes celles auxquelles j'ai pris part. C'est peut-être pour cela que ma fin m'apparaît non comme une probabilité, mais comme une certitude. Et cette certitude de mourir demain me retranche déjà de mon existence quotidienne. Oui. Et elle rompt les derniers liens qui m'attachent aux autres. Tu comprends? Parfaitement. Alors je poursuis. Du haut de cette vision, c'est-à-dire de ma mort proche, inéluctable, tout s'éclaire soudain d'une lumière crue, sans ombre. Et sous cette lumière, mes joies, mes souffrances, mes aspirations perdent de leur intensité et même de leur contenu. Je cherche à les renforcer, à leur donner quelque sens. En vain. Je ne peux que constater que mes sentiments et mes agissements sont impardonnablement futiles. Et mon existence, un leurre... Non, André, ni votre existence, ni vos sentiments, ni vos activités ne sont un leurre. C'est uniquement parce que vous vous êtes déprimé, vous vous jugez si sévèrement. Non, en vérité... Laisse donc, Pierre. Je ne te parle pas de mon désenchantement pour que tu m'assures que ma vie valait la peine d'être vécue, comme on dit. J'ai perdu toutes mes illusions. Sache que pour moi, la gloire, le bien public, l'amour de la femme, l'amour du prochain ou de la patrie ne sont plus que des mots creux. Ah. S'il en est ainsi, je crois qu'il est inutile que Tout à fait. Tiens. Il y a encore un mois, je considérais que les trois plus grands chagrins de ma vie avaient été la trahison de Natacha Rostov, la mort de mon père et la défaite des Russes. Il y a encore un mois et à présent. Des sorts nets. Voyons d'abord le chagrin que m'a causé Natacha. Cette adolescente au visage fin et intelligent, d'un charme exquis,
me semblait receler en elle des forces mystérieuses. Je lui attribuais aussi un tas de sentiments nobles, élevés. Et comme je l'aimais, ou croyais l'aimer, je faisais toutes sortes de rêves poétiques et exaltants. Et je m'imaginais que ma vie avec elle serait un perpétuel enchantement. Elle aurait pu l'être. Natacha est une jeune fille unique, exceptionnelle, André. C'est ce que je me disais également. Et je croyais qu'en dépit de mon absence, elle me demeurerait fidèle. C'était d'une naïveté. Cependant, j'en étais convaincu. Or, il n'y a pas plus de monde poétique ou cérébral qu'il n'y a de femme éthérée, dépourvue de sexe. Tout cela est beaucoup plus simple. Tout cela est très simple. Mais passablement dégoûtant. Vous ne devez pas parler ainsi de Natacha. Pierre. Non. Si elle est tombée amoureuse d'Anatole Kouragine et a failli partir avec lui, c'est votre faute. Quand on aime une jeune fille, une enfant presque, on ne l'abandonne pas pendant 1 an à elle-même. Ne te fais pas l'avocat de Natacha Rostov. Je ne l'accuse pas. Je ne l'accuse plus. Je reconnais que le principal coupable de ce qui est arrivé, c'est moi. Mais laissons cela. Examinons maintenant le cas de mon père, le prince Volkonski. Il avait agrandi en Bely-Lyssigori. Il croyait que ce domaine lui appartenait, avec son ciel, son air, ses bois et ses paysans. Mais Napoléon a envahi la Russie et il a balayé Lyssigori comme un fétu de paille. Plus de prince Volkonski et plus de Lyssigori. Néant. Ma sœur Maria prétend que c'est une épreuve que Dieu nous a infligée à mon père et à moi. Admettons. Mais à quoi bon cette épreuve puisque mon père est mort avant que Lyssigori tombe aux mains des Français et que moi, je mourrai demain? Vous devez avoir la fièvre, André. Non, je n'ai pas la fièvre et je ne délire pas, rassure-toi. Le destin de la Russie, la perte de Moscou, l'installation d'un régime libéral dans ce pays esclavagiste par les soins d'un Napoléon. Tout cela a peut-être son importance. Mais pour les vivants. Or, demain, je te le répète, je serai mort. Alors. Mais non, voyons, André, pourquoi précisément vous? Notre armée comprend plus de 100 000 hommes. Je serai tué demain, te dis-je. Et peut-être même pas par un Français hier. Un de nos hussards, pris de folie, a déchargé son pistolet sur moi. La balle est passée à quelques centimètres de mon oreille. Mais assez parlé, il est minuit, et à la veille d'une bataille, il faut dormir. Va-t'en, Pierre. Attends. Je vais t'embrasser. Et maintenant, pars. Adieu. France Culture vient de vous présenter La guerre et la paix de Léon Tolstoï, adaptation de Georges Govy. Jean Martinelli était le maréchal Koutouzov,
Jean Levray, le prince André, Jean Topard, Pierre Bezoukov, Maria Tamar, la princesse Cathy, Jean-Pierre Joris, Dolokhov, Jacques Provin, le capitaine Téchine, Georges Carmier, Ivan, Patrice Galbaud, Boris Troubetskoy, Bernard Véron, le médecin, avec Pierre Decazes et Jean Bollery. Chef opérateur du son, Jean Jusforgue. Collaboration technique, Yann Parentoen. Bruitage, Robert Maufra. Réalisation, René Jantet. Assistante de production, Odile de Pontoile. Les chœurs russes ont été recherchés, harmonisés et interprétés sous la direction de Paul Voloshin. La musique originale est d'Ivan Semenov.